Donc bonjour à toutes et à tous. Présentation aujourd'hui sur la deuxième étape de la négociation sur le RICEP, c'est-à-dire ce qu'on appelle les suggestions. On va vous présenter ça dans une petite vidéo. Stéphane? Donc voilà, les suggestions, on va les replacer dans leur contexte. C'est le décret 2014-513 du 20 mai 2014 qui a défini précisément le RICEP. On retrouve le volet par fonction qu'on a déjà négocié. On retrouve un volet technicité, expertise et expérience professionnelle. Point très important, l'expérience professionnelle. C'est ce qu'on avait écrit en bleu dans le petit PowerPoint là. L'expérience professionnelle, c'est ce qui va valoriser les agents, leur augmentation d'expertise, leur compétences augmentées, etc., etc., etc. Et le volet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les suggestions particulières ou le décret d'exposition du poste. Donc obligatoirement, dans la cotation des fonctions telle qu'elle a été négociée dans la première étape de la négo, ont été pris en compte pour pouvoir coter les différentes fonctions et les grader, l'expertise et les conditions d'exercice. Les conditions d'exercice, c'est par exemple les horaires qui sont induits par le fait d'être un agent d'accueil. Ou éventuellement le port de pays qui est nécessaire pour réaliser certaines missions. Oui, ou des habilitations pour conduire des véhicules particuliers. Donc ce qui a été défini par la collectivité, c'est 4 blocs distincts de groupes de fonctions. C'est sur ce quoi on s'est mis d'accord lors de la première phase de négociation. À savoir le bloc hiérarchique où on retrouve les A1, B1, C1, et ensuite 3 autres blocs hors management où on retrouve de A2 à A4, de B2 à B4 et de C2 à C4. Ceci étant dit, viennent s'ajouter à ces fonctions qui ont été définies par la collectivité, ce qu'on appelle des fonctions additionnelles. Oui, il y a tout un tas de fonctions qui sont exercées par chacun d'entre nous sur ce qu'on appelle des fonctions annexes qui sont par exemple les assistants de prévention, les référents en matière de ressources humaines, voilà, toutes ces fonctions-là qui sont exercées par les agents mais qui ne sont pas vraiment, déjà valorisées et puis pas forcément clairement identifiées par rapport à ce qu'elles sont en réalité. Donc nous, on a imaginé de coter ces fonctions-là dans une case particulière. Voilà, une liste annexe. Une liste annexe qui s'appelle les fonctions annexes. Additionnelles. Additionnelles. Donc oui, ça viendrait, c'est quand même des missions qui sont remplies par les agents, mais qui viennent en plus des missions normales figurant sur la fiche de poste. Ouais. Certaines de ces fonctions n'apparaissent pas, additionnelles, n'apparaissent pas aujourd'hui sur la fiche de poste. Donc, vas-y. Oui, et puis elle demande aussi, ce qui est important, c'est qu'elle demande par rapport au métier d'origine, elle va demander potentiellement des expertises différentes, des connaissances différentes. Donc, il est vraiment important de les identifier précisément et qu'elles soient valorisées. Si vous avez un agent, par exemple, des routes, qui est chargé qui devient assistant de prévention, eh bien, il y a tout un domaine réglementaire qu'il va falloir qu'il maîtrise par rapport à son métier initial. Donc ça doit être valorisé puisque finalement, c'est l'acquisition de nouvelles expertises. Tout à fait. Donc pour nous, l'IFSE doit se construire comme le montre ce petit schéma. On a bien les fonctions qui regroupent l'expertise nécessaire à l'exercice des missions, les contraintes métiers, qui ne font qu'un seul bloc, auxquelles viennent se rajouter les suggestions. Les suggestions, elles sont définies par le Code du travail, très simplement. Donc le Code du travail stipule que ce sont les contraintes liées à l'exercice d'une fonction. Bien entendu, ça ouvre le champ des possibles assez étendu. Donc il est important quand même de pouvoir, comment dire... Ouais, là, je sais pas. T'étais trop loin. Ouais. Donc, parce que tu parles et après. Parce que puis en plus t'as pas le truc sous les yeux. Je sais pas où je vais. Ouais, t'as pas le truc sous les yeux, quoi. Donc il faut que tu arrives à remonter dessus. Ouais. C'est qu'on était bien parti. Non, c'est pas grave, on coupera. Donc je recommence.
Alors, les suggestions, elles sont définies par le Code du travail, très simplement. Donc, ce sont les contraintes liées à l'exercice, les contraintes particulières liées à l'exercice d'une fonction. Ce qu'il faut savoir, c'est que réglementairement, il n'y a aucun texte qui détermine quelles sont précisément les suggestions. C'est-à-dire que sur ce thème-là, sur ce sujet-là, on a une possibilité assez importante d'expression, et donc il nous faut absolument avoir quelque chose de clair et quelque chose de classifié. Donc pour le SNT, c'est simple, les suggestions, c'est tous les risques, les contraintes, les expositions qui ne peuvent être éliminées par une action de l'employeur. C'est très important. On peut porter des EPI. Est-ce que parce qu'on porte des EPI, le risque est annulé? Bien sûr que non. Quelqu'un qui va, on reprend encore l'exemple des routes qui est relativement simple, un agent qui va aller tronçonner un arbre, voilà, dans le cadre de ses missions. Il va avoir un casque, il va avoir une protection, une visière devant le visage, il va avoir une cotte qui va empêcher de se charcuter la jambe quand il va tronçonner. Okay, mais est-ce que le risque d'accident est totalement éliminé? Eh bien non. Donc il est bien exposé, dans le cadre de sa mission, à un risque de blessure qui n'est pas annulé par le port des EPI. À ce titre, cette exposition, elle doit être indemnisée et modulée en fonction du degré d'exposition de l'agent à ce risque de blessure. On a concerté, on vous a concerté à travers un questionnaire, la CFDT a fait de même. On a aujourd'hui entre 400, 420, 430 réponses, retour sur ces questionnaires-là. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est de pouvoir avoir une vision de suggestions transversales qui pourraient toucher le plus grand nombre des agents et qui soient relativement simples à catégoriser, parce que derrière, il y a le boulot des RH. Et sincèrement, on ne veut pas leur ajouter encore une dose ou une liste à l'après-vert de suggestions qui seraient incompréhensibles, illisibles. Donc, on a fait comme suit. Voilà, donc en fait, ça, ce sont vos réponses, les réponses des agents, nos réponses, qu'on a simplement, comment on appelle ça? On les a finalisées, synthétisées. Oui, synthétisées. Alors, sur ce premier schéma, on a pris que les suggestions qui avaient été plébiscitées, entre guillemets, à plus de 60% de l'ensemble des gens qui sont exprimés. Donc, ça vous donne une liste. Et on a essayé, à partir de cette liste, de créer ce qu'on appelle des familles, c'est-à-dire de répartir ces suggestions sur des grands thèmes pour pouvoir une vision beaucoup plus cohérente de l'ensemble. Et voilà ce à quoi on a réussi à synthétiser. Vous avez donc 4 grands thèmes. 4 grands domaines. 4 grands domaines, et on a réussi à répartir l'ensemble de ces suggestions dans ces 4 grands domaines. Donc, je ne vais pas le détailler, mais public difficile, travail dangereux, travail pénible et responsabilité. On va quand même appuyer sur le travail dangereux, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. On trouve dans le bloc travail dangereux l'exposition aux blessures, l'exposition au risque d'accident, l'exposition au risque chimique, l'exposition à la contagion. La contagion, ça peut être transversal pour nombre d'agents. On peut avoir, par exemple, les collègues qui travaillent dans les collèges, quand c'est le moment de la gastroentérite, hein, c'est que ça arrive quand même régulièrement et ça revient tous les ans. On a quand même nos personnels qui sont susceptibles d'aller nettoyer le vomi, et j'en passe, et des meilleurs, des agents. C'est un bon exemple. Si. Je sais pas pourquoi tu me coupes, c'est con. Tu coupes complètement mon truc. C'est dommage. Ça y est, c'est rempli. Putain. Le vomi, je suis pas sûr du truc. Bah si, gastro. Bah oui, mais bon, là. Bon, bah, c'est dommage. Non, c'est pas mal, c'est mieux déjà. Voilà. Donc, je reprends. Donc, on peut reprendre le risque, l'exposition au risque de contagion. Donc, on a le laboratoire vétérinaire qui effectue des autopsies sur des animaux morts. Il y a un risque de contagion. On peut avoir les agents des routes qui ramassent des bouteilles d'urine sur le bord de la route ou des seringues usagées qui peuvent se piquer, rentrer en contact avec des microbes quand ils effectuent leur mission. On peut avoir les personnels dans les collèges quand c'est la période de gastro tous les ans. Et on peut avoir aussi, par exemple, les médecins de PMI qui reçoivent du personnel, enfin des gens du public de l'extérieur qui peuvent être malades et qui peuvent les contaminer. Donc ce risque de contagion,
on le retrouve dans divers métiers. C'est bien transversal et c'est bien rangé dans une catégorie, dans un domaine bien défini qu'on a appelé le travail dangereux, la suggestion de travail dangereux. Alors bien entendu, après, par rapport à ces grandes thématiques et aux suggestions qui figurent dans ces thématiques, tout le monde n'est pas exposé de la même manière. On va prendre le cas d'un agent d'accueil dans un site culturel, il est en contact avec le public, en général ça se passe bien, il peut avoir parfois des cas difficiles à gérer, mais la plupart du temps ça se passe bien, c'est-à-dire que son degré d'exposition à une agression par le public est assez modéré. Dans une MSVS, le même agent d'accueil, les deux touchant la NBI, donc c'est pas là-dessus qu'on peut faire une différence. Dans une MSVS, le public sera plus compliqué à gérer et c'est de la gestion au quotidien qui va s'avérer parfois difficile. Donc le degré d'exposition d'un agent d'accueil dans une MSVS sera plus important par rapport à la situation de ce qu'on appelle le public difficile. Donc il y a une gradation, il y a une cotation, comment on peut dire ça? Une modulation. Une modulation par rapport à la situation de chaque agent, par rapport à sa réalité du quotidien, pour pouvoir justement avoir une finesse une finesse de mesure de ces fameuses suggestions et pouvoir aller le plus précisément possible par rapport aux contraintes du quotidien. Voilà. Et cette histoire de modulation, ce système de modulation qu'on a mis en place sans objet jusqu'à très élevé, c'est quelque chose que vous nous avez inspiré au travers des questionnaires qu'on vous a envoyés et que vous avez remplis. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on arrive à coter de façon précise ces expositions pour bien différencier les métiers. Et ce qui est intéressant, au niveau de la suggestion, c'est le fait de répondre à un besoin que vous nous avez fait remonter, à savoir la reconnaissance de la pénibilité de vos métiers. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été pris en compte aujourd'hui par la collectivité. On se rend compte que les agents ont besoin, dans leur quotidien, d'être reconnus pour la difficulté de leur métier, de l'exercice de leur métier. L'environnement, les contraintes. L'environnement. Et les suggestions répondent précisément à cet enjeu-là. C'est pour ça qu'on le défend de cette manière-là, pour que l'ensemble des agents, dans l'ensemble des missions qu'ils ont à remplir, puissent être reconnus à juste titre et à la hauteur de leurs difficultés, à travers les suggestions et à travers le régime indemnitaire. Alors ce tableau, un peu le tableau final finalement de ce que ça pourrait donner, c'est un exercice. Forcément, on ne prétend pas avoir balayé toutes les suggestions possibles et imaginables, mais il est important d'avoir une idée du fonctionnement qui nous paraît le plus juste et le plus cohérent par rapport à notre situation, nous, agents du département. Donc, bien entendu, on a peut-être oublié des choses, il y a peut-être des choses qui seraient à ajouter ou à améliorer dans ce tableau-là. Mais si vous voulez, ce qui nous importe, c'est la grande idée d'avoir des suggestions par thème et ensuite d'avoir une cotation, enfin je ne trouve toujours pas le terme, une mesure. Une mesure, une modulation. Une modulation, voilà, une modulation par rapport à une suggestion définie. Ce qui est intéressant aussi dans l'indemnisation de ces suggestions, au-delà du fait de reconnaître de façon pécuniaire les risques, les expositions, les contraintes métiers, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir ces indicateurs-là, à un moment donné, pour travailler sur l'usure professionnelle, intégrer ça dans le cadre des lignes directrices de gestion pour la collectivité. Ça serait un indicateur de plus. Si la collectivité reconnaît qu'il y a une exposition particulière à tel et tel risque, que c'est transcrit à travers un régime indemnitaire. De fait, la réflexion que la collectivité doit avoir, c'est comment pouvoir pallier à l'usure professionnelle que vont induire ces contraintes et ces expositions à terme sur les agents, à savoir qu'est-ce qu'on met en place pour cette population-là, est-ce qu'on met en place des formations, quelles orientations on va pouvoir leur donner, quels nouveaux métiers on va pouvoir créer, sachant que la réforme des retraites est en cours de discussion, qu'il y a de grandes chances qu'on aille travailler beaucoup plus longtemps, 2 ans de plus, hein, mais ça fait quand même beaucoup plus longtemps pour certains, qui seront peut-être amenés à travailler jusqu'à 67 ans dans des métiers difficiles comme ceux-ci. Il va falloir se maintenir au travail, penser ou imaginer que la collectivité voit 20% de ses agents, hein, on exagère toujours un peu,
qui se retrouvent en maladie ou en longue maladie parce qu'ils ne peuvent plus exercer leurs activités, ça peut poser problème. Et intellectuellement pour nous, ça en pose un gros. Donc, tout ce travail qu'on est en train de faire aujourd'hui peut nous permettre demain à anticiper ou au moins à prévenir l'usure professionnelle et surtout dégager des mesures ou des moyens, des tactiques pour pouvoir reclasser les gens à terme dans d'autres métiers qui seront moins pénibles. Donc, une fois qu'on a déterminé donc, les différentes fonctions, l'expertise qu'elles nécessitent pour pouvoir les exercer, les conditions d'exercice des fonctions et qu'on a affiné le travail finalement par rapport aux suggestions, c'est-à-dire qu'on a vraiment ciblé sur la réalité quotidienne des agents, il y a une autre partie qui est prévue dans le RIFSEP, qui est prévue dans la réglementation, c'est ce qu'on appelle la valorisation de l'expérience professionnelle. Alors pourquoi cet item existe? Tout simplement, c'est la seule part variable du régime indemnitaire envisagé par le législateur. Si vous exercez les mêmes fonctions pendant 15 ans, parce que ces fonctions-là vous plaisent, vous n'avez pas envie de changer, moi ça m'arrive par exemple. Moi aussi, je suis bien. Vous êtes dans un métier qui vous plaît, en théorie, votre régime indemnitaire va pendant ces 15 années être exactement le même. Il n'y a pas de raison de le réexaminer dans le sens où vous n'avez pas changé de fonction. Et donc, si vous restez exactement sur la même fiche de poste, vous allez avoir un régime indemnitaire qui va être bloqué. Donc, le législateur a prévu, bien entendu, à l'image de ce qui existe pour le traitement indiciaire, avec ce qu'on appelle les échelons, etc., pour le régime indemnitaire, un même système qui s'appelle la valorisation de l'expérience professionnelle. Donc, pour nous, l'IFSE, dans sa finalité, devrait regrouper la part fonction, sur laquelle on insiste depuis tout à l'heure. Alors, la part fonction qui regroupe, on le répète, l'expertise, les conditions d'exercice, les fonctions à réaliser, donc les missions. Une part suggestion, qui sont liées aux contraintes et aux expositions diverses et variées qu'on va reconnaître à travers les métiers. Et un volet expérience professionnelle. Et c'est là où, au travers de cette valorisation de l'expérience professionnelle, on va pouvoir valoriser, ce que je disais tout à l'heure, les compétences, les expertises augmentées, la capacité à pouvoir transmettre des savoirs, etc., etc. On va le retrouver dans la vignette suivante. Donc l'idée, c'est que bien entendu, lorsqu'on passe du temps sur un poste, au fur et à mesure des années qui s'accumulent, forcément, notre maîtrise du poste, notre maîtrise de l'environnement, de la réglementation, des procédures de la collectivité, naturellement va augmenter. Vous allez aussi pouvoir faire des formations, avoir différents outils qui vont permettre finalement d'améliorer votre pratique au quotidien. C'est ça que l'expérience professionnelle doit mesurer, c'est-à-dire cette compétence augmentée, c'est tout à fait ça, des agents dans leur exercice quotidien des tâches. Donc, ce qu'on retrouve là, à travers cette vignette, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que l'expérience professionnelle, elle doit être différenciée de l'ancienneté. L'ancienneté, c'est les passages d'échelon. Donc, à chaque passage d'échelon, on valide une période d'ancienneté dans le grade. Je dis ça, je dis rien. On a aujourd'hui les catégories C1, premier grade de la fonction publique, territoriale, d'État et hospitalière, qui aujourd'hui sont bloqués au SMIG du premier échelon, du premier échelon jusqu'au 7e échelon. Donc ces gens-là aujourd'hui n'ont pas de reconnaissance de leur ancienneté. Donc on espère, on pense sincèrement, on a des raisons de penser que demain, cette grille-là serait peut-être amenée à disparaître. On en saura plus quand ce sera le moment et on reviendra vers vous sur le sujet. Donc, l'expérience professionnelle, ce n'est en aucun cas l'ancienneté. L'ancienneté, on est bien d'accord, c'est le passage d'échelon. Mais l'expérience professionnelle, ce n'est pas non plus le CIA. La valorisation de l'engagement et la manière de servir, c'est le CIA. Donc, on ne peut pas intégrer cette notion-là non plus dans la reconnaissance de l'expérience professionnelle. Donc, pour nous, la part de l'expérience professionnelle doit se retrouver dans l'IFSE. Et pareil que pour les suggestions, au travers d'un système qui peut être modulé en fonction des acquis qu'auront les agents au travers du déroulé de leur carrière. Oui, il est important que cette expérience professionnelle, elle soit mesurée
à l'image de ce qu'on propose pour les suggestions, où on veut mesurer et moduler le degré d'exposition, eh bien l'expérience professionnelle est mesurée pour déterminer si effectivement l'agent, dans l'année qui vient de s'écouler, a répondu à cette ambition d'aller vers une expertise augmentée. Donc, on n'est pas non plus des devins. On a été à faire un peu de démarchage à droite à gauche. De parangonnage. De parangonnage et, auprès de centres de gestion divers et variés dans différentes régions de France. Et ce qui ressort, les mises en application de la valorisation de l'expérience professionnelle, on le retrouve à travers 3 grands critères qui sont récurrents. Donc, on prend en compte le parcours professionnel de l'agent avant son arrivée sur le poste. On prend la connaissance de l'environnement de travail, c'est sur lequel on insiste depuis tout à l'heure, fonctionnement de la collectivité, relations avec les partenaires extérieurs, relations avec les élus, etc., etc., etc. Et l'approfondissement des savoirs techniques, des pratiques et la montée en compétences. C'est les 3 items qui sont repris quasiment partout dans tout ce qu'on a pu lire à travers la France. Donc l'aboutissement de cette réflexion-là, ça donne un tableau qui se présente un peu comme le tableau précédent sur les suggestions. C'est-à-dire on a une modulation par rapport à ces augmentations d'expérience professionnelle, avec un système, voilà, on a choisi un système, mais encore une fois, le système n'est que la conséquence de la stratégie retenue. Il n'y a pas de système parfait. Là, c'est une simple proposition, ça peut s'amender sans difficulté. L'important pour nous, c'est de pouvoir mesurer, d'avoir un système qui va mesurer le plus précisément possible et le plus honnêtement possible l'augmentation de l'expérience professionnelle, de l'acquis d'un agent dans ses fonctions du quotidien. Donc voilà, cette proposition, bien entendu, tout est à discuter dans ce genre de proposition par définition. Après, il va nous rester un grand volet à traiter, c'est le qui. Qui évalue qui évalue comment. On part du principe que si on a des grilles qui sont bien montées, comme on a pu les monter là, comme on peut vous les présenter, c'est quand même relativement simple pour le N+1, à un moment donné, de coter l'activité de son personnel ou de ses agents. C'est quand même simple pour un N+1 de savoir à quelle exposition, à quelle contrainte son agent exposé est, à quel degré. C'est quand même le N+1, à notre sens, qui est le plus à même de pouvoir préjuger de ça. Ensuite, où, quand doivent se passer cette évaluation, il nous semble logique, à un moment donné, que ce soit intégré dans le CREP. C'est le seul moment qu'ont le N+1 et les agents pour se rencontrer de façon formelle. Donc, à travers le CREP, on devrait, il nous semblerait sain et opportun de coter l'ensemble des points qu'on vous a présentés. Dans un deuxième temps, quand on regarde l'expérience professionnelle et la valorisation de l'expérience professionnelle à travers ce tableau, ça nous offre un autre champ de réflexion. Les suggestions nous ont amené à réfléchir sur le travail sur l'usure professionnelle. Tiens, là, il y a des problèmes, il y a des risques de maladie, il y a des risques de blessures, tatati, tatata. Ça, c'est des indicateurs qui peuvent nous servir pour l'usure professionnelle. Mais au même titre, à travers l'expérience professionnelle, on va pouvoir avoir des indicateurs qui vont rentrer en compte dans le cadre de la promotion. C'est-à-dire que là, on aura quelque chose de formel ou de formalisé, tout ou partie de ce qui peut justifier ou non la présence d'un agent sur le tableau d'avancement qu'on espère, peut-être pas pour la fin de l'année, mais tout au moins pour début 2024. On espère que d'ici 2024, on aura réussi à avancer sur le sujet. Mais voilà, cette valorisation de l'expérience professionnelle pourrait nous amener demain à avoir des critères plus précis et plus pertinents pour le passage au grade supérieur. Donc, si on veut résumer un peu notre petite présentation, qui finalement est vachement longue en fait, je dirais premièrement, les fonctions ont été déterminées dans une première étape de la négo avec une gradation de ces fonctions-là. Au moins, on a quelque chose de clair et quelque chose de peut-être pas parfait. Hein, on en est les premiers à le dire, mais au moins ça existe. C'est une grande nouveauté. On a une équité puisque à fonction égale, dorénavant, on a régime d'indemnitaire égal. On a la question des fonctions annexes, additionnelles, qui doivent être traitées de la même manière que les fonctions principales. Et puis on rajoute à ça la partie suggestion qui permet d'affiner vraiment sur la réalité
du quotidien des métiers, et puis la partie expérience professionnelle qui permet finalement d'apporter une perspective en matière de régime indemnitaire, puisque c'est la seule chose qui permet de mesurer l'évolution d'un agent et donc également son évolution de régime indemnitaire. Donc voilà les grandes lignes, voilà où on en est aujourd'hui. Chose importante, comme le dit Jean-Yves, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est dans le cadre d'une négociation. Et dans le cadre de ces négociations-là, on a la chance d'avoir un comité de suivi annuel. C'est-à-dire que tous les ans, on doit se réunir avec la DGS, avec la DRH, pour échanger sur ce qui fonctionne moins bien, ce qu'il faudrait amender, ne pas amender. On a encore cette possibilité-là. Donc, le plus gros du boulot pour cette année, c'est d'arriver à finir ces suggestions-là, ce volet suggestions, et ne pas se presser. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir un outil qui soit performant, qui soit transparent et qui soit le plus juste possible pour l'ensemble des agents. Ça, on y tient réellement. C'est vraiment, on va vraiment être attentif à ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le plus transversal possible et que ça se réponde réellement aux besoins de tous les agents. Donc, si on peut finaliser ce dossier courant d'année, très bien. S'il nous faut 2, 3, 4 mois supplémentaires pour réellement aller au fond des choses, on essaiera de prendre, parce qu'on n'est pas tout seul non plus autour de la table, on prendra le temps nécessaire pour finaliser ce volet de la négociation. C'est l'engagement qu'on prend auprès de vous, de toute façon. Voilà, on espère avoir été clair. C'est un premier essai, donc soyez indulgents avec notre présentation. On espère que ça vous a plu. Donc on vous dit à bientôt. On vous dit merci de votre attention et au plaisir de vous revoir prochainement.